Otep Salam, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece, du chapitre le plus récent à être sorti. Le chapitre 1146, très sobrement intitulé Du grabuge au milieu du calme. Bon déjà, excusez-moi pour la qualité du son, hein. Il pleut autour de moi, donc s'il y a des petits bruits en background, c'est pas ma faute, je fais comme je peux. D'accord. Bon, dans le dernier chapitre, on sait que l'équipe B des chapeaux de paille, qui est composée de Jinbei, de Nami, de Brook et de Usopp, accompagnés de Koron, était en train de convoyer quelque part et ils ont été interceptés par Gunko. Donc Gunko arrive sur leur bateau et éventuellement ils se battent. Mais avant le combat, ils ont un petit échange un peu intéressant. Échange au cours duquel Gunko nous donne, elle nous donne la logorée, la dissertation typique des dragons célestes. Oui, on est des dieux, on est meilleurs que vous tous, vos vies n'ont aucune importance à nos yeux, blablabla. Bon, on sait, vous savez quelle heure il est avec ces gens-là. Et bien sûr, il y a les chapeaux de paille qui répondent en disant, mais pour qui tu te prends? C'est complètement dingue que des gens puissent penser et dire des choses comme ça, blablabla. Et puis Gunko, qui parle un peu en parabole, n'est-ce pas? Elle a des trucs qu'elle dit comme ça, des espèces de paraboles qu'elle exprime. Et à un moment, elle dit, le monde était censé disparaître en un jour. Bon, est-ce que c'est une référence au déluge dont Vegapunk avait parlé à Egghead, dans lequel il a dit que le niveau de la mer a augmenté et a englouti la plupart des villes? Est-ce que c'est ça? Est-ce que ça veut dire qu'à la base, cette augmentation du niveau de la mer était en fait censée engloutir le monde entier, à l'exception de Marie-Joise? Parce qu'on sait très bien, on sait que Marie-Joise est surélevée. Marie-Joise est particulièrement élevée par rapport au reste de la Terre. Donc, est-ce que le plan, c'était de faire en sorte que le niveau de la mer augmente pour qu'en fait tout le monde se fasse noyer, se noie, et que Marie-Joie reste, et que les habitants de Marie-Joie en fait restent les seuls au monde, restent dominer le monde? J'ai un peu du mal à le croire. Parce que en fin de compte, même si les dragons célestes c'est des caca et tout, en fin de compte, c'est des nobles. En fait, et qui dit noble dit aussi, qui dit noble implique aussi qu'ils sont dépendants du bas peuple. Parce que un noble, c'est pas les nobles qui cuisinent pour les nobles, c'est pas les nobles qui font le ménage pour les nobles, c'est pas les nobles. Les nobles ont besoin de servants en fait. Ils ont besoin de servants, ils ont besoin de ESCLA, etc. Donc, je trouve ça un peu bizarre que les nobles veulent se débarrasser de tout le monde. Peut-être qu'ils veulent se débarrasser d'une partie du monde. Et puis maintenant garder une autre partie du monde pour leur, ne serait-ce que pour les servir. Donc je pense que c'était plutôt ça leur plan, plutôt que de complètement faire disparaître tout le monde. Mais bon, en tout cas, on le saura éventuellement. Ensuite, lorsque les chapeaux de paille questionnent Gunko sur ses motifs, pourquoi est-ce qu'elle cherche à enlever, à faire du mal à des enfants, elle dit que c'est pas son problème en fait. C'est pas vraiment son choix. C'est pas elle qui a décidé de faire ça. Elle est juste en mission. On lui a donné une mission et elle se contente juste d'obéir. Et elle dit que dans le prochain conflit, dans la prochaine grande guerre, dans la prochaine guerre mondiale qui opposera Im-sama, le gouvernement mondial et ses alliés, et de l'autre côté, Nika et ses alliés, dans ce prochain conflit-là, les géants joueront un rôle majeur. Et ils seront certainement du côté de Nika. Donc, ils essayent en fait d'affaiblir les forces ennemies en fait. Ils essayent d'enlever ces enfants et d'utiliser ces enfants supposément comme levier pour disqualifier les géants en leur disant, on a vos enfants, vous bougez pas. Bon, est-ce que ça va marcher? Moi, je suis un peu dubitatif parce que les géants ne m'ont pas l'air d'être des gens qui se soumettent juste comme ça en fait. Les géants m'ont l'air d'être un peu plus particulièrement, ils sont un peu comme les Kuruta dans Hunter. Ils ont pas l'air de juste dire ce qu'on leur dit de faire, tu vois, de juste faire ce qu'on leur dit de faire comme ça, comme des moutons.
En plus, c'est des guerriers dans l'âme. Donc, j'ai vraiment du mal à cette stratégie selon laquelle, oui, on va kidnapper leurs enfants et les forcer à être soumis. Moi, c'est un peu bizarre. Sauf s'il y a un autre truc avec. Mais si c'est juste une question de... on va enlever leurs enfants, ils vont se tenir à carreau. Surtout maintenant qu'il y a Luffy. Maintenant que Luffy est entré dans le chat et que Loki aussi est là, je trouve ça un peu tiré par les cheveux. Un peu capillotracté, comme dirait l'autre. Donc ensuite, il faut qu'on parle des pouvoirs de Gunko. Parce que, comme toutes les personnes qui sont étroitement affiliées au gouvernement mondial et à Im-sama, il semble qu'elle a des pouvoirs spéciaux. Déjà, le fruit du démon de Gunko, il consiste à quoi en fait? Oui, on sait que elle a le fruit de la flèche qui lui permet de faire des flèches. Mais en fait, plus je la vois en action, plus j'ai l'impression que son pouvoir, c'est une espèce de one for all. C'est-à-dire que c'est un pouvoir qui booste en fait tous ses stats, qui la rend plus puissante, plus rapide, qui lui permettent de voler, qui lui permettent de construire des avions, etc. Ça a l'air vraiment d'être un pouvoir très, très cheaté. Ça a l'air d'être un pouvoir qui, à la base, n'est pas si impressionnant que ça. Mais en fait, plus on l'observe, plus on se rend compte à quel point il est cheaté. Parce qu'en fait, elle peut tout faire. Elle peut changer la direction des choses. En fait, elle envoie des missiles à tête chercheuse. Elle est capable d'inverser les attaques des gens. Parce qu'à un moment, quand elle se fait attaquer par Jinbei et Brook, elle fait en sorte que Jinbei et Brook s'attaquent tous les deux. Donc c'est vraiment un truc. Il faut vraiment que Oda explique un peu le délire ici. Parce que, et en plus de son fruit du démon, maintenant elle a d'autres facultés qui sont, je pense, liées au fait que elle est liée elle-même à Im-sama. Par exemple, la faculté de se régénérer. Bon, j'ai conscience que maintenant que Luffy a éveillé les pouvoirs de Nika, il faut rendre la compétition, il faut rendre les ennemis, les rivaux, les adversaires un peu plus puissants. Parce qu'évidemment, pour affronter Nika, il faut aussi avoir des pouvoirs au-delà de l'entendement. Mais là, je trouve ça un peu bizarre. Donc, il faut un peu qu'on nous explique en fait quels sont les pouvoirs que Im-sama confère à ses suppôts. On sait qu'il peut faire des portails, il peut faire le déplacement instantané, ils peuvent se régénérer maintenant. Bon, je commence un peu à oublier ce qui s'est passé à Egghead. Donc, je ne sais pas si à Egghead, les 5 doigts se sont régénérés. Je ne saurais dire. Mais vraiment, il faut qu'Oda nettoie un peu tout ça parce que là, ça commence à bien faire là. Bon, long story short, Gunko finit par one-shotter tous les chapeaux de paille, y compris Jinbei parce que on oublie souvent que Jinbei est un ancien Shichibukai. Ancien Shichibukai, ça sous-entend quelqu'un qui avait supposément un niveau similaire ou égal ou équivalent à celui de Doflamingo, Mihawk et ces gens-là. Donc, si Gunko one-shot un ancien Shichibukai, surtout si on part du principe qu'il a progressé depuis, parce qu'il n'a pas juste stagné. Donc, si Gunko est capable de one-shotter un Shichibukai, ça donne un peu idée de son niveau de puissance, à mon avis. Donc, une fois que Gunko one-shot les chapeaux de paille et Koron, elle entre en contact avec Killingham et Summers. Donc, on se rend compte que Killingham est à la bibliothèque, à l'école, et qu'il vient de se débarrasser du principal Kiba et qu'il a neutralisé la bibliothécaire. Et puis, il entre aussi en contact avec Gunko et Summers. Et on se rend compte que Summers est en train de se battre contre So et qu'il l'a battu à plate couture. Apparemment, Killingham va utiliser le Dendenmushi. Il va utiliser le Dendenmushi géant pour transmettre une information au peuple de Elbaf. Parce que c'est en fait, j'ai l'impression que c'est ça leur but, de passer un message au peuple de Elbaf, à toute la nation entière. Et ensuite, lorsque Summers se bat contre Soul, il fait quelques commentaires, quelques observations. Déjà, il dit à Soul, mais vous êtes malade ou quoi? Pourquoi vous construisez des bibliothèques? Pourquoi vous construisez des écoles? Vous êtes censé être des brutes. Vous êtes censé être des guerriers dans l'âme, des mercenaires.
vous auriez pu être des mercenaires pour le gouvernement mondial. Mais regardez, vous êtes là, vous vous êtes pacifiés, vous vous êtes embourgeoisés. Et il dit, tout ça c'est de la faute du roi Harald. Bon, on nous a appris un peu de lore sur le roi Harald. On sait que le roi Harald c'était un grand roi, c'était un bon roi, c'était un roi qui voulait la paix, c'était un roi qui ne voulait pas forcément que les géants soient un peuple de guerriers. Donc il a aidé à pacifier Elbaf, il a aidé à créer des relations diplomatiques entre Elbaf et d'autres peuples, etc., etc. Et donc apparemment ça n'a pas plu au gouvernement mondial. Mais moi je pense que ça aurait plutôt dû leur plaire. Parce que le gouvernement mondial, je suppose à terme, leur objectif c'est d'affilier tous les territoires à leur cause. Sauf que un peuple de guerriers est beaucoup plus difficile à affilier qu'un peuple pacifique. Donc ça aurait dû les arranger que les géants se pacifient. Donc moi je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils disent que non, on aurait plutôt voulu que vous restiez des guerriers. Alors que ça aurait été plus compliqué justement de les affilier au gouvernement mondial. Après peut-être que le roi Harald, comme on sait que le roi Harald était un bon roi et que c'était quelqu'un d'intègre, peut-être qu'il n'aurait jamais voulu affilier son royaume au gouvernement mondial. Parce qu'il sait que le gouvernement mondial c'est des MERDES. Donc il y a ça aussi. Ensuite, la façon dont les chevaliers divins parlent du roi Harald, ça laisse penser que le roi Harald est lié de façon étroite au gouvernement mondial et à la noblesse mondiale. Parce que, rappelez-vous, quand Shamrock était encore sur Elbaf, à un moment on lui demande s'il est parti se recueillir sur la tombe du roi Harald. Mais pourquoi est-ce qu'un dragon céleste irait se recueillir sur la tombe d'une personne qui n'a aucune importance? Et là encore, quand Sommers s'exprimait, il s'exprimait comme s'il connaissait le roi Harald, comme s'il avait un certain degré de familiarité avec le roi Harald. Donc, on a l'impression que le roi Harald avait des liens plus ou moins étroits avec le gouvernement mondial, avec Im-sama, supposément, avec la noblesse mondiale en tout cas. Donc, est-ce que Oda va creuser dessus? Est-ce que Oda va s'attarder dessus? J'espère. Ensuite, parlons un peu du plan des chevaliers divins. Leur plan, c'est quoi? Leur plan, c'est d'enlever des enfants et d'utiliser les enfants comme levier, comme otage, pour soumettre les géants. Sauf que, comme j'ai dit précédemment, d'où est-ce que tu penses que les géants sont des gens qui vont se soumettre en fait? Si tu dis aux géants que tu as kidnappé leurs enfants, au contraire, ils vont se rebeller. Ils vont t'attaquer. Moi, les géants ne me donnent pas du tout l'impression d'être des gens qui se soumettent. En plus du fait que maintenant il y a Luffy. Luffy est entré dans le chat. Donc, quand tu ajoutes le fait que les géants sont un peu de guerriers, ensuite il y a Luffy, ensuite il y a Scooper Gaban, et il y a potentiellement Loki qui peut se joindre à l'Alliance. Moi, je vois pas en fait comment est-ce que... je vois pas comment ils ont vu Luffy, sauf s'ils ne sont pas au courant que Luffy est sur l'île. Ce qui, je pense, n'est pas possible. C'est pas possible. Ils savent que Luffy est sur l'île. Donc, s'ils savent que Luffy est sur l'île, en fait, pour moi, leur plan n'a pas vraiment de sens, en fait. Parce que d'où est-ce que les géants, c'est un peu de soumis. Donc, je suis très, très, très curieux à l'idée de voir comment tout ça va avancer. Est-ce qu'il y aura une confrontation entre Luffy, qui va peut-être se faire épauler par Scooper Gaban, Loki et les autres géants, et son équipage bien sûr, et les chevaliers divins. Et qui va gagner? Parce qu'on vu la façon dont Gunko a one-shot Jinbei, qui on le rappelle encore est un ancien Shichibukai, et vu l'âge de Gunko, on peut très bien se dire que Killingam et Sommer sont plus forts qu'elle. Donc, si on a 3 chevaliers divins qui peuvent one-shot facilement Shichibukai, et qu'en face on a que Luffy, bon c'est vrai que Scooper Gaban aussi est là, mais Scooper Gaban, est-ce qu'ils vont réussir à battre les chevaliers divins? Bon c'est vrai qu'il y a les géants aussi, mais est-ce que parmi les géants il y a des gens qui sont vraiment 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 forts? Surtout qu'on sait que les chevaliers divins, quand ils sont allés au château, ils ont facilement one-shot la garde royale. Donc,
J'ai pas l'impression que les géants sont si un tant problème que ça, à part Loki, bien sûr. En tout cas, on va voir. Moi, j'espère qu'il y aura une confrontation entre Luffy et les chevaliers divins. Et on va voir comment ça va évoluer. Voilà un peu tout ce que j'avais à dire. J'attends avec impatience le prochain chapitre. J'espère que vous avez aimé la review. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, de me suivre sur TikTok et sur YouTube. On se voit dans un prochain podcast. Allez, peace.